When the Majestic Theater opened back in 1921, it was undisputedly North Texas' most luxurious home for vaudeville and film. But time changed all that, and last summer the grand old lady of Dallas Film Palaces shut down. But not for good, as it turns out. Today, dozens of rock music fans jammed the old house for a free concert and movie starring session. A rock film based on The Phantom of the Opera is being shot in the Majestic. The film's producers needed an audience for some crowd scenes. Filmmakers say they scouted all over the country looking for an old theater, and finding the Majestic was like striking gold for them. Today's shooting session went so well that another concert is about to Carburetors, man. That's what life is all about. 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 That's what it's all about. I was not myself last night. Horrifique et grotesque, certes, populaire, mais surtout cérébral. Y a-t-il un cinéaste plus éclectique que Brian De Palma ? Certains ont pu résumer son œuvre à de la violence gratuite, repoussée sans doute par la vulgarité assumée de ses images. Certains n'ont pu retenir que ce qui a échappé au contrôle du réalisateur. De Scarface à Mission Impossible, il peut sembler difficile de concevoir Brian à ses débuts, lorsqu'il n'était encore qu'un jeune cinéphile de la scène underground new-yorkaise, influencé entre autres par la nouvelle vague et le cinéma européen. Non, rien n'est gratuit chez De Palma. Tout est méticuleusement réfléchi, et tout a un prix. Pour devenir le géant qu'il est devenu, De Palma a dû parfois pactiser avec Hollywood, dissimulant ainsi son omnipotent intellect au travers de projets aux ambitions blockbuster. Pourtant, Brian De Palma ne se limite pas seulement, comme on peut souvent l'entendre, à séduire son spectateur par la nudité et les coups de feu. Ses films renferment un discours critique de notre conception de la vérité et des images. Son cinéma se veut symptomatique d'un monde en pleine mutation, où les images prennent une place si dominante qu'on ne le distingue pas de la réalité. Ainsi, fiction et réalité ne s'opposent plus mais s'entremêlent, les images n'ayant plus la capacité de témoigner du vrai ou du faux. Brian De Palma est vraisemblablement une sorte d'historien non qualifié, constituant une œuvre autour de mythes que notre société des images entretient. Chez De Palma, la fiction, les images, sont autant de prismes du réel, et la réalité, un simple reflet de la fiction. C'est une œuvre plurielle, une odyssée à travers l'histoire du cinéma, celle des États-Unis et de sa propre vie. En cela, Phantom of the Paradise est peut-être son film le plus représentatif. Winslow Leach, jeune compositeur inconnu, tente désespérément de faire connaître l'opéra qu'il a composé. Swan, producteur maléfique et patron du label Death Records, est à la recherche de nouveaux talents pour l'inauguration du Paradise, le palais du rock qu'il veut lancer. Il vole la partition de Leach et le fait enfermer pour trafic de drogue. Brisé, défiguré, ayant perdu sa voix, le malheureux compositeur parvient à s'évader. Alors, il revient hanter le Paradise, tout comme le héros de Gaston Leroux arpenter les coulisses du Palais Garnier dans le mythique Fantôme de l'Opéra. Winslow parvient à signer un pacte faustien avec Swan, qui lui garantit de pouvoir faire chanter la belle et innocente Phoenix tant qu'il continue à composer dans l'ombre pour Death Records. Winslow, aveuglé par son amour pour Phoenix et la cantate qu'il lui compose jours et nuits, est enfermé telle une créature monstrueuse qui n'est pas sans rappeler celle de Frankenstein. Naïf, il ne se doute pas que Swan l'utilise à des fins purement commerciales, se réappropriant sa musique et la défigurant plus qu'il n'a déjà défiguré son compositeur. De Phantom of the Paradise surgit d'abord l'histoire des débuts catastrophiques de Brian De Palma à Hollywood 4 ans auparavant. En 1970,
il entame la réalisation de son premier film produit par un grand studio, la Warner. Ce film, I Get to Know You Rabbits, est une comédie satirique à propos d'un homme d'affaires quittant son entreprise afin de devenir magicien. À travers ce film, De Palma souhaitait mettre en scène la récupération par le capitalisme des forces cherchant à le contester, les neutralisant à leur tour. Ironie du sort, la fiction a rattrapé la réalité, ou plutôt l'inverse. Le tournage fut catastrophique, tant le contrôle par la Warner était rude pour le cinéaste qui n'avait jusque-là réalisé que des films indépendants. Il se mit à dos les producteurs du film, y compris l'acteur principal, qui leur suggéra de le remplacer par un autre réalisateur. Chose qui sera faite pour une partie du film, puisque De Palma est renvoyé. Le projet s'éternise et le film ne sort que 2 ans plus tard, en 1972. Brian De Palma découvre son œuvre terminée en salle, comme n'importe quel spectateur, et assiste à l'expérience la plus traumatique de sa carrière. Son film est charcuté, la fin modifiée, et c'est un échec commercial cuisant. Déprimé, De Palma quitte momentanément Hollywood avant de renouer avec la caméra pour Sisters, bénéficiant de la confiance du producteur indépendant Edward Pressman. Un jour, durant le tournage, il emprunte un ascenseur et s'étonne d'entendre une chanson des Beatles en version Muzak, dit plus couramment musique d'ascenseur. Phantom of the Paradise est né. L'idée de dépossession d'un artiste de son œuvre que l'on aurait mélangé à toutes les sauces pour en faire un produit industriel, une contrefaçon. Dans le film, la cantate de Winslow se verra transformée en pseudo Beach Boys, rockabilly ou hard rock entre autres. Si ce film est d'abord l'histoire d'une mauvaise expérience dans l'industrie au titre personnel du cinéaste, il ne se limite pas pour autant à une sorte de vengeance fictive. Cette expérience, et ce que met en évidence Phantom, c'est la désillusion de la contre-culture face à la toute-puissance du capitalisme. À l'aube des années 70, un vent de liberté souffle sur le cinéma américain. Ce qu'on appelle communément le Nouvel Hollywood est une manifestation cinématographique de la contre-culture, succédant aux divers mouvements contestataires des années 60. Brian De Palma appartient à cette génération, bien qu'il ne voit la lueur des projecteurs qu'au moment où les grands studios se réapproprient cette soif de liberté du spectateur pour n'en vendre qu'un arrière-goût factice de sentiments contestataires. En cela, Phantom of the Paradise prédit l'échec des premières aspirations politiques de la contre-culture, laquelle sera inévitablement industrialisée comme une simple image. Cette idée transparaît dans le choix du sujet, l'industrie musicale. Car la contre-culture, c'est aussi Woodstock, et plus largement, le rock'n'roll. Phantom est une odyssée au travers de l'industrie musicale, qui n'a jamais hésité à récupérer des artistes et à en copier d'autres, jusqu'à en faire des pastiches commerciaux d'eux-mêmes. Ce qu'il y avait de contestataire est devenu mercantile. En revisionnant certaines séquences, on ne s'étonne plus du refus des Rolling Stones ou des Who de jouer dans ce film. Now my cantata needs something really heavy. Half asleep, I hear a voice, I hear a voice, I hear a voice. Is it only in my mind? No, no. Or is there someone calling me? Someone I failed and left behind. Wrong, wrong again. To work it out, I let them in. All the good guys and the bad guys that I've been. Pretty, but no. All the devils that disturb me, and the angels that defeated them somehow. No. Come together in me now. There's something here like. Intégrés par le système, les artistes perdent leur essence. Le plan de Winslow écrasé par la presse à vinyle en est l'allégorie certaine. Voilà le prix à payer pour ne pas s'intégrer au système. C'est ce que semble montrer De Palma. Rien n'est laissé au hasard. Pas même le nom des Juicy Fruits ou fruits pressés.
comme si l'industrie musicale faisait de ces artistes une triste mixture homogène. Par ailleurs, lorsque Swan décide de redonner une voix à Winslow, ayant perdu la sienne, c'est sa propre voix qu'il reconstitue, celle de l'acteur et compositeur Paul Williams. Ce long plan sur le système d'amplification de Winslow possède quelque chose de la science-fiction. L'artiste est totalement dénaturé, remodelé par son producteur. Dream each other smile. Dream it never ends. Filters. I was loving myself, flashlight in the morning light. I could see the change was showing. Doobies. Like a child who was always poor, reaching out for more. I could feel the hunger growing. Une manière habile d'insinuer que l'on entend parfois plus les producteurs que les artistes eux-mêmes. I swore I'd sell my soul. Ce n'est pas pour rien que les Daft Punk se soient inspirés du casque de Winslow Leach pour leur tenue. Les deux artistes indépendants n'ayant pas emprunté un chemin classique dans l'industrie musicale, cultivent cette image d'artistes anonymes, enfermés et possédés par leur musique, allant ainsi à l'encontre du système des grandes maisons de disques. Et puisque chez De Palma, la fiction fait se rejoindre l'œuvre et la réalité, difficile de ne pas évoquer la collaboration récente entre Paul Williams, acteur jouant Swan et compositeur exclusif de la bande originale du film, avec les Daft Punk sur leur dernier album. Et si l'on retourne dans les années 70, cette friction entre le film et la réalité est bien plus concrète. Le personnage de Swan est inspiré du producteur emblématique des années 60, Phil Spector, qui travailla notamment avec les Beatles entre autres, ce qui nous ramène à l'origine même du film. Véritable producteur de génie ayant révolutionné l'enregistrement studio, Spector ne reste pas moins un personnage arrogant et mégalomane. Petit, portant de multiples perruques excentriques, et bien entouré de femmes. Comme si la ressemblance ne suffisait pas, l'aspect maléfique de Swan dans la fiction semble rejoindre des faits réels. Ronnie Spector, femme de Phil jusqu'en 1973 et leader des Ronettes, que ce dernier produisait, atteste aujourd'hui avoir été fréquemment enfermée à double tour dans son domicile par ce dernier. Elle évoque aussi un cercueil construit pour elle qui l'attendait au sous-sol si elle tentait de s'enfuir. Mais contrairement à Swan, Spector finira ses jours à l'ombre, condamné à 19 ans de prison pour le meurtre de Lara Clarson en 2003. Phil Spector représente parfaitement le génie machiavélique, pactisant avec le diable ou plutôt l'industrie du showbiz, et d'une certaine manière, il aspire tout comme Swan à l'immortalité, ou du moins à la prospérité. De nombreux artistes auront fini par donner leur âme au système dans l'intention de perdurer, ne devenant qu'un résidu de contre-culture déchue. Le film y fait référence inlassablement, citant d'innombrables musiciens et des acteurs emblématiques de cette période de récupération totale. Par ailleurs, même pour Brian De Palma, s'aventurer dans un discours sur le milieu de la musique n'aura pas été sans obstacle, à commencer par l'appellation du label Death Records, initialement nommé Swan Song, qui fut une solution de dernière minute pour éviter le procès que lui intenta Peter Grant, manager des Led Zeppelin. Car la même année, Peter Grant venait de créer le label indépendant Swan Song Records. Alors, tous les plans laissant paraître cette première appellation furent remontés, truqués ou retournés quand ce fut nécessaire et si le budget le permettait. Il en fut de même pour le titre du film. Universal, qui détenait les droits du fantôme de l'opéra, s'est opposé à ce que le même titre soit utilisé. On décida de nommer le projet Phantom of the Fillmore, puis Phantom, mais les mêmes problèmes de droit s'étaient encore imposés. On comprend la décision finale de ce choix du Death Records en connaissance de ce système avide de pouvoir, à en tuer à petit feu les œuvres initiales. Death Records, c'est la mort de la singularité, l'annihilation de tout espoir de liberté artistique. Avec ce film,
Brian De Palma montre que son expérience avec la Warner pour I Get to Know Your Habits est symptomatique d'un phénomène s'élargissant à toutes les industries, de la musique au cinéma et même bien au-delà. L'art, partout dans le monde, suit le cours de l'économie et par extension la politique, comme s'il était son ombre. Cette logique s'observe à de multiples échelles dans l'histoire de l'art. C'est pour cette raison sans doute que le cinéma est l'art le plus américain, que l'Amérique est le pays le plus cinéaste, parce qu'elle est dans le même temps la première puissance mondiale. Impossible alors de ne pas établir un lien entre ce rapport producteur-artiste et le contexte sociopolitique des années 60-70. Phantom of the Paradise croise plusieurs niveaux de lecture. Histoire personnelle du réalisateur, histoire de l'industrie musicale et de l'industrie hollywoodienne. Ces histoires ne sont pas hiérarchisées, mais entremêlées, formant un seul bloc d'images hybrides propre à la confusion générale de cette période charnière de l'histoire des États-Unis. Brian De Palma fait partie de la première génération de cinéastes marquée par l'assassinat de Kennedy en 1963. Cet événement est fondateur pour l'Amérique des années 70. À la fin des années 60, on croit encore que les valeurs de la contre-culture vont pouvoir s'imposer à Hollywood. Mais durant les années qui suivent la mort de Kennedy, une grande désillusion s'empare de l'Amérique. L'arrêt brutal d'un supposé âge d'or de la courte ère Kennedy est perçu comme un frein de l'épanouissement américain. La guerre du Vietnam arrive, tandis que beaucoup d'Américains s'obstinent à croire que ça n'aurait pas été le cas sous Kennedy. Et puis, il y a le scandale du Watergate. Une certaine euphorie qui était palpable se perd et laisse place à un regard plus nihiliste. Swan incarne ce système, qui broie tout espoir de singularité, d'indépendance. Par ailleurs, il est introduit comme Don Corleone, du parrain de Coppola. En dehors de l'aspect critique à propos de ce milieu industriel, constitué ici de malfrats stéréotypés, il faut aussi y voir la figure de John Kennedy. Car Swan n'est pas uniquement inspiré de Phil Spector, il est entre autres et surtout un portrait critique de Kennedy. Les années passées après sa mort ont révélé que ce dernier était entouré de nombreuses femmes dont la provenance était douteuse. Sa relation avec la mafia, qu'il disait pourtant combattre, est mise au jour à l'aube des années 70. Cette référence à Kennedy est ouvertement appuyée par la parodie de son assassinat dans la dernière scène du film, durant le mariage de Swan et Phoenix. L'assassinat de Kennedy est le premier spectacle sanglant auquel assiste le monde entier, grâce au mythique Zapruder Film, le premier film de journaliste citoyen qui servira de principal support d'enquête concernant l'assassinat. C'est l'objet mère des théories du complot sous la forme que l'on connaît aujourd'hui. La première étape avant le 11 septembre. Cet événement est un tournant majeur pour le cinéma américain. Il donne naissance la même année, en 1963, au cinéma gore. Les années qui suivent, les images de la guerre du Vietnam, diffusées entre deux talk-shows ou publicités, mêlent ainsi la mort au divertissement. C'est aussi et surtout cela qu'évoque le cinéaste dans Phantom of the Paradise. La réplique de l'innocente Phoenix, « What's happened to your face ?» est reprise directement de la réaction de Jackie Kennedy au moment où la cervelle de son mari explose. Cervelle qu'elle tentera, sous l'absurdité et choquée par la situation, de récupérer sur le capot arrière de la voiture. Le mariage de Swan et Phoenix s'est mis en scène comme un spectacle de télévision morbide, durant lequel Swan avait préalablement organisé l'assassinat de Phoenix pour le bien du spectacle. Il est ainsi question de la perte d'influence des images dans ce système de récupération totale, dans ce système de spectacle total. Le spectacle triomphe du reste, de la mort, de la vérité. Les images dans Phantom of the Paradise sont des fantômes, auxquels on ne croit plus. La multiplicité des références cinématographiques, d'Hitchcock à Lang, de Michael Powell à Todd Browning, du Fosse de Murnau à La soif du mal d'Orson Welles, en passant par le cabinet du Dr Caligari de Robert Greene, toutes ces citations se joignent à un spectacle vulgaire faisant référence aux images télévisuelles et à l'échec de la contre-culture.
En dehors de l'évidente cinéphilie qui habite De Palma et qui justifie ses allers-retours cinématographiques, cela montre aussi une vision nihiliste de la société contemporaine du cinéaste, durant laquelle la confusion règne. En cela, on peut qualifier De Palma de cinéaste postmoderne, tant les limites entre vrai et faux, fiction et réalité, art et divertissement, mort et spectacle sont inexistantes. Valeurs sociales déconstruites, code cinématographique déconstruit, aucune hiérarchisation n'est possible dans ce monde de la déconstruction totale. Tout est recyclé par le même système économique. L'art et le spectacle, la mort et le divertissement, tout est devenu industrie. Alors, tout ce que l'on considérait comme réel est devenu fantomatique. Tout n'est plus qu'image ou spectre d'une réalité passée. C'est l'histoire d'une société en mutation, devenue lieu de spectacle et de profit, peu importe le domaine visé. La fin est assez troublante puisque tout au long du film nous sommes focalisés sur la puissance industrielle de Swan, mais il meurt lui aussi. Et seule la foute à Betty triomphe. La foule redemande de ce spectacle horrifique, tant elle ne différencie plus le réel du divertissement, car pour De Palma, les deux ne peuvent plus être désormais opposés. Cette philosophie joint l'idée de Guy Debord qui, 1 an avant la sortie du film, publie son livre désormais le plus célèbre, La Société du spectacle. Phantom of the Paradise en est l'illustration très concrète. Bien que De Palma ne s'enferme pas dans son discours critique, il s'imprègne lui-même de ce système qu'il dénonce, réalisant un spectacle total, dynamique, musical, drôle et horrifique, le tout ne pouvant dissimuler un romantisme baroque qui cherche encore et toujours à plaire à son spectateur. Au regard des histoires et influences qui traversent l'œuvre, on peut finir par se demander combien y a-t-il de fantômes dans ce film. Phantom of the Paradise est un fantôme de l'histoire, ancré dans un contexte sociopolitique précis et dont la portée critique semble aujourd'hui généralisée. L'œuvre de De Palma est hantée, possédée par les fantômes du cinéma, par sa propre histoire et celle des États-Unis. Tasty, Winslow. Tasty. Face to face, I greet the cast. Set inside.